Vous voyez cette courbe? C'est la valeur d'une ligne de code. Elle plonge. Et elle entraîne avec elle tout ce que j'aimais dans ce métier. Pendant longtemps, écrire du code, c'était une fierté. Assembler un système, c'était comme construire un moteur à la main, ligne par ligne. T'avais mal au cerveau, mais t'étais heureux. Je respectais grave les devs qui publiaient une démo, parce que je savais qu'ils s'étaient battus pour y arriver. La moindre to-do app cachait 20 heures de bidouille. Aujourd'hui, une ligne de code, bah ça vaut plus grand chose. On la génère, on la copie, on la complète éventuellement, et basta. Alors, c'est pas triste, c'est juste la réalité. Mais c'est fou la vitesse à laquelle on en est arrivé là, et à quel point le changement est inéluctable. Avant, pour être développeur front-end, il fallait maîtriser un arbre de compétences qui ressemblait à peu près à ça. En connaître 50% vous permettait de vous lancer en tant que junior, le connaître en entier vous permettait de vous faire recruter un peu partout en tant que dev senior. C'est important d'avoir cette connaissance générale pour avoir une idée globale de comment répondre à tout type de problématiques avec les solutions les plus adaptées. Mais même en connaissant toutes ces notions, les assembler intelligemment et faire les bons branchements, c'était vraiment dur. Pour vous donner une petite idée, un petit effet stylé en CSS, c'était suffisamment stylé pour qu'un mec comme moi puisse en faire une vidéo qui allait taper les 100 000 vues. Et j'ai adoré cette époque de ma vie de dev. C'était vraiment super jouissif, on était tous ultra spécialisés et on avait besoin des uns et des autres. J'adorais téléphoner à mes anciens collègues croisés sur telle mission qui s'étaient particulièrement illustrés sur une techno en particulier. J'adorais suivre et lire des spécialistes sur Twitter et faire ma veille là-bas. Plus j'accumulais de savoir de dev, plus je me rendais polyvalent et recrutable pour mes missions de freelance. À cause de ça, du coup, j'ai fait all-in. J'ai mis tout mon skill dans le dev. J'ai négligé le design, le marketing, le graphisme. Pourquoi je dis le graphisme? Le graphisme, le SEO. Pour moi et pour globalement tout le monde, il n'y avait aucun monde dans lequel un seul gars pouvait être bon partout. Pour cette vidéo, du coup, j'ai contacté plusieurs types de professionnels du dev, dont le directeur de l'école éthique, qui forme les prochaines générations de devs multicasquettes et plus largement prépare un max de personnes à devenir des profils pluridisciplinaires dans ce monde numérique toujours plus vaste. Quelles sont belles ces petites fleurs. Plus tard dans la vidéo, on parlera avec le directeur de cette école de cette vision très polyvalente du métier de développeur. Mais pour la grande majeure partie du reste du monde, les devs, ça restait des personnes ultra spécialisés. Et alors que les devs surspécialisés étaient ultra recherchés à l'époque, que c'était l'Eldorado, qui avait un paquet de thunes à se faire dans ce métier, dans cette voie, qu'il y avait des opportunités dans tous les sens, du taf à l'appel, quelque chose que vous connaissez très bien est venu foutre l'énorme bordel et a mis fin à tout ça. Vous le voyez venir, vous savez très bien ce qui est arrivé et qui a changé le monde à tout jamais, le Covid. Mais non, bien entendu, on parle des IA. Les IA ont déboulé et avec ça, une multitude de changements. Ouais, c'est parce que t'as pris une claque. T'as fait ta petite expérience et t'as pris une claque. Moi, j'ai pris une claque aussi sur les LLM il y a pas très longtemps. C'est un gars qui m'a fait la démo de Lovable. Et pareil, full vibe codé, c'est only prompt. T'as même pas, de base, ils avaient même pas accès à un éditeur de code. C'était vraiment, t'as juste champ de texte. Et mon pote qui a la version pro, je dis vas-y, tu sais quoi, en prompt, donne-lui l'ordre de faire le side project que moi je suis en train de pas vibe coder, de coder pour de vrai. Et on va voir, ça fait un peu concours, tu vois. Et là j'ai un peu pris une claque parce que la vitesse à laquelle il est arrivé, un proof of concept ou un MVP, un truc un peu entre les deux, là ça m'a stun. Ça m'a stun en 10 minutes, il y avait un truc que moi j'ai mis 2 jours à faire. En l'espace de plus ou moins 2 ans, les IA ont été de révolution en révolution. Alors, on a d'abord eu l'arrivée de GitHub Copilot qui a commencé à deviner avant nous ce qu'on voulait écrire pour nous le proposer à l'autocomplete. Ça a déjà été une dinguerie de fou et l'essayer en gros c'était l'adopter. J'ai convaincu tous mes collègues de l'utiliser et tous mes collègues l'ont adopté aussi rapidement que moi. C'était juste trop bien. Ça remplaçait pas votre capacité de raisonnement, mais ça vous épargnait la petite besogne à peu de valeur ajoutée. Aujourd'hui, me passer de copilote me semble complètement impensable. C'est une perte de temps sans nom, une multiplication inutile des erreurs de frappe possibles, du temps perdu à chercher des noms de variables et de fonctions, quand l'IA vous fait ça en 2 secondes avec des noms beaucoup plus pertinents que ce que vous auriez pu trouver vous-même. Franchement, copilote, banger. Puis, on a eu le monstre
ChatGPT, c'est bien ça que je lis sur mon téléphone? Oui, c'est ça, ChatGPT. Là, ça a complètement annihilé le besoin d'avoir une large culture informatique, car vous n'en saurez jamais autant que lui, et il vous proposera toujours de vous former sur un sujet avant de vous le faire coder avec lui. C'est triste, mais j'ai arrêté de demander à mes potes, j'ai arrêté de chercher sur les forums, vu que ChatGPT avait toujours la bonne réponse instantanément. Aujourd'hui, me passer de ChatGPT me paraît complètement impensable. J'aurais jamais pu construire mon SaaS sans lui. Le nombre de notions qu'il m'a inculquées et le nombre de galères desquelles il m'a sorti, c'est de la folie. Alors franchement, ChatGPT, banger. Puis enfin, on a eu les agents IA et les environnements de développement boostés aux IA, comme Windsurf ou Cursor. Alors j'ai mis grave de temps à m'y mettre, genre je m'y suis mis à peine il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, me passer de Windsurf me semble complètement impensable. Il fait juste tout pour moi et je viens de sortir une vidéo sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller la regarder après celle-ci pour compléter un petit peu votre savoir. Vous verrez comment j'ai quasiment laissé tomber le code pour n'écrire que de longues tirades en français. Non franchement, Windsurf, banger. Alors en fait, si je comprends bien, tu codes plus du tout aujourd'hui. Bah quasiment plus en fait. Et en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti de satisfaction de par mon activité de codeur. Alors, pour les nouveaux dans le monde du dev, je leur expliquerai qu'avant être dev, c'était un peu comme être payé à résoudre des sudoku, ou des mots croisés, ou des énigmes du paquet de céréales. Quel plaisir que de se faire des nœuds dans la tête pour réussir à achever une page. Juste ça, juste pour ce plaisir d'avoir une page bien remplie. C'était un peu ça le dev, c'était un peu ça coder, mais c'est un peu une version simplifiée aussi. Pour ma part, j'ai été diplômé d'école d'ingénieur en informatique en 2013. J'ai passé les 12 dernières années à coder dans différents contextes, avec différentes technologies, pour différentes topologies de projets, des petits projets pour des startups, des gros projets pour des grands groupes, des gros projets pour des petites startups, des SaaS et d'autres projets expérimentaux. En gros, j'en ai passé des heures et des journées même à remplir mes grilles comme ça pour atteindre cette satisfaction légendaire. Toujours est-il que lorsque l'IA débarque et se met à remplir vos grilles en un clin d'œil, bah là, t'es tout penaud la première fois et tu te demandes un petit peu ce qui vient de se passer. Je pense que ce que j'ai vécu ces 2 dernières années avec les IA, la majorité des devs l'ont vécu pareil. Et l'impact émotionnel que je vais décrire juste après, je vous ai lu me le décrire dans les commentaires sous ma vidéo précédente sur le vibe coding. Et ça m'a fait me sentir un petit peu moins seul. Donc si cette vidéo là aujourd'hui que je suis en train de tourner peut vous donner cette sensation de ne plus être tout seul avec ces émotions un peu spéciales, bah, c'est d'autant plus une bonne raison de la faire. Bref. Assez rapidement ces 2 dernières années, des choses que je devais déduire de moi-même en croisant plusieurs documentations, plusieurs forums, plusieurs websites, et en y infusant mon intellect, et bien assez rapidement, ces choses m'ont été données gratuitement sans aucun effort particulier à fournir de ma part. C'est un peu comme retourner le paquet de céréales pour regarder la solution, ou aller à la dernière page de votre sudoku complété. Alors, on résout beaucoup plus vite les grilles et les énigmes, c'est sûr, et au début je trouvais ça totalement dingolito, j'étais trop fan, mais au bout d'1 an à peine, j'ai commencé à sentir une petite tristesse grandir en moi. Parce que ces problèmes complexes qui me donnaient jusque-là tant de fil à retordre et desquels je tirais tant de fierté quand j'arrivais à les solutionner, bah, je n'en tirais aujourd'hui plus rien. Une grande partie du fuel d'un développeur, c'était justement cette résolution quasi permanente de problèmes au quotidien. Tous les jours, résoudre des choses, il y a quelque chose de grisant. Et en plus, chercher une solution, parcourir le web, parcourir la doc, tester des trucs qui ne marchent pas, etc. Ça prend un temps de fou, c'est ultra chronophage. C'est passionnant, mais c'est chronophage. Donc en soi, j'étais plus productif, oui, mais moins vivant dans mon métier. On est nombreux à sentir ça. Nombreux à être un peu tristes de voir le métier évoluer ainsi, et en même temps, nombreux à admettre qu'on ne peut rien y faire non plus. La vraie mission d'un développeur, à la base, c'est pas nécessairement de faire des choses compliquées, ou des choses qui nous font plaisir, mais bel et bien de répondre à des problématiques. Tout le monde s'en fout qu'on ait pris du plaisir ou pas à trouver la solution. Seul le résultat compte et je ne vois pas un seul monde où un client choisira un développeur qui s'est fait chier à tout coder lui-même, un développeur qui a utilisé une IA qui a fait ça en 5 fois moins de temps. C'est impensable. Les devs d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit triste ou pas, notre métier est en train de se métamorphoser. Et il exige de nous de prendre de la hauteur, de passer du musicien au chef d'orchestre. Tu vois, ça c'est vachement intéressant. Un truc, une distinction que je trouve qui est intéressante à faire, c'est, tu vois, c'est un peu comme le lexique en anglais ou dans les langues. Moi, je pense que le lexique, on s'en fout un peu. Il vient à force de l'utiliser, tu l'oublies, tu l'utilises plus. Bon, ok, aujourd'hui, dico, tac, tu chopes. C'est un peu la syntaxe, tu vois, dans le langage. La syntaxe, tu te souviens pas comment dans tel langage on fait ci ou ça. À la limite, tu vois, on s'en fout.
Par contre, comprendre l'algo, comprendre ce que tu as fait, même si c'est tout petit, tu vois, itérer sur un truc, faire un loop sur quelque chose, rien que ça, il faut absolument que tu restes critique toujours vis-à-vis de ce que tu vas prompter. Je pense que ça reste essentiel aujourd'hui d'être capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, de ton code. L'essence de base reste donc là. On continue de construire des solutions complexes, mais avec d'autres outils, d'autres réflexes. Et aujourd'hui, même si je ne m'énorgueille plus de mon code et de mes trouvailles, je trouve ma gratification de créer un projet qui est tous les jours plus pertinent, qui apporte toujours plus de valeur à mes clients. Alors c'est très bizarre pour moi, c'est des nouvelles sensations, une satisfaction plus alignée avec celle du client final. Et quand tu réfléchis bien, c'est peut-être pas plus mal en fait, c'est peut-être plus logique aujourd'hui. Être fier sans avoir écrit une seule ligne de code. Quel drôle de monde. Un monde dans lequel la ligne de code ne vaut plus rien. Quand j'étais étudiant, on avait une phrase qui revenait assez souvent. Un junior écrit 1000 lignes de code par semaine, un senior, 50. Et pourtant, c'était les plus chers. Parce que ces 50 lignes-là, ça résumait l'essentiel. Le recul, la clarté, la vision. À l'époque, ça voulait dire 3 choses. Premièrement, le senior passe plus de temps à réfléchir qu'à taper. Deuxièmement, son code est plus propre, plus net, plus utile. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, le senior ne fait pas que coder. Il pense le produit, il encadre, il discute, il review ses pairs, et enfin peut-être en bout de course, il code un petit peu. Mais le code de senior, c'était pas son taf principal. C'est pour toutes ces raisons que ces 50 lignes-là, elles valaient très très cher. Mais aujourd'hui, avec les IA, elles valent beaucoup moins. Parce que l'IA, elle en écrit 1000 sans jamais se fatiguer. Alors ok, parfois elle écrit un petit peu de merde, elle écrit en 300 lignes ce qui aurait pu être fait en 50. Il y a du déchet, mais c'est pas irrattrapable, vous pouvez lui faire corriger, et malgré ces petits allers-retours, le gain de temps est prodigieux. Mais vous voyez, la conclusion la plus surprenante à laquelle je suis arrivé récemment avec les IA, je vais vous expliquer. J'ai recruté un dev junior, mid, pour travailler sur Meet Sponsor. Je m'attendais à devoir beaucoup le guider, mais grâce à l'IA, il a avancé vite. Beaucoup plus vite que prévu. Au final, j'ai juste eu à faire une peer review bien fournie, et le tour était joué. Et c'est à ce moment-là que j'ai capté ce truc. L'IA réduit grandement, considérablement, l'écart entre senior et junior. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qui va nous différencier maintenant ? Dans les grands groupes comme Google, Dropbox ou Criteo, pour prendre un exemple français, vous serez surpris de constater à quel point la part attribuée aux compétences de code est minime dans l'évaluation d'un développeur. Dans ma précédente boîte, chez Covery, les matrices d'évaluation suivaient à peu près le même pattern et ça avait été ultra frustrant pour moi parce que j'avais pas trop l'habitude d'être évalué comme ça et ça me rendait un petit peu fou. Je passais mon temps à coder des dingueries, j'étais un des seuls développeurs front-end, donc j'étais un petit peu sur tous les fronts, je faisais des trucs de fou, je m'investissais à fond là-dedans, mais malgré tout, tout ce que je faisais là, le code, et bien finalement, ça ne comptait que pour 20% de ma note totale. Tout le reste, c'était d'autres choses qu'on attend d'un développeur senior, et ça portait sur des compétences beaucoup plus transversales. Il y avait plein de trucs qui portaient sur comment tu te comportes avec les autres équipes, si tu les aides à comprendre tes problématiques. Il y avait des choses qui portaient sur le rayonnement de la boîte, genre est-ce que tu écris des articles qui permettent à ta boîte de rayonner, est-ce que tu vas à des conférences, est-ce que tu es vu comme un expert dans ton domaine, dans cette boîte, ce qui lui permet de rayonner. Est-ce que ça, c'était plein de trucs super, pas nécessairement évidents de prime abord, mais qui, mis bout à bout, fait en fait de toi un élément central et très important d'une boîte au final. Et bien entendu, il y avait beaucoup de choses sur est-ce que tu comprends le produit, est-ce que tu proposes des fonctionnalités intéressantes qui permettent d'aller toujours plus loin et de satisfaire au maximum les utilisateurs. Il y avait tout un tas de trucs comme ça, c'était vraiment très intéressant et ça m'avait permis de me dire ah ouais en fait ma portée, mon impact dans une boîte peut être beaucoup plus important que juste faire des dingueries en front-end. C'est un peu frustrant, j'adorais l'idée d'être juste trop fort en code et trop fort en front-end et en interface, mais finalement c'était peut-être pas suffisant. Regardez un exemple de matrice d'évaluation remplie par un développeur de niveau 3 chez Dropbox. Regardez le peu qu'il y a autour du code et regardez tout ce qu'il y a autour du reste. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Alors chez Junior on a certes pas mal de code, mais plus vous prenez en maturité, plus on vous attend sur d'autres choses. Donc du coup, aujourd'hui comme hier en fait, écrire du bon code, ça ne suffit pas. C'était jusque-là un quart de la note, et à mesure que les IA progressent, il y a moyen qu'avec le temps, ça réduise encore plus. Le reste, c'est donc votre capacité à raisonner produit, à faire monter les autres,
à voir large. Et ces axes-là, ils sont beaucoup moins faciles à remplacer par des IA. Et c'est là-dessus qu'on va vous attendre prochainement. C'est ça qui vous permettra de vous démarquer aujourd'hui. En tout cas, cette position d'un dev à 360 qui connaît et se démarque sur bien d'autres choses que le code, il y a une école que je connais bien et qui l'a compris très tôt. C'est l'école Ethic et je vous propose qu'on parle un petit peu avec son directeur qui semble avoir tout compris. Ethic n'a jamais formé de pur dev. Ils ont toujours formé des profils capables de jouer plusieurs partitions, de s'épanouir sur les différents grands axes de la leveling matrice. Dev, design, produit, marketing. Et de mon côté, j'ai au moins 4 super bons potes qui sont sortis de cette école et qui ont eu des carrières ultra brillantes. J'ai eu envie de parler de ce nouveau rôle du développeur avec le directeur de l'école actuelle, monsieur Alexandre Sigogne, qui lui a un profil particulier vu que il a d'abord été lui-même élève de cette école il y a de ça quelques années, et aujourd'hui il en est devenu le directeur. Donc je pense que c'est une bonne personne pour ce rôle. En tant que directeur d'une école aussi pointue, quelle est sa vision sur le rôle du développeur de demain? Si tu veux, mon idée n'a pas changé depuis 15 ans, c'est que même quand tu étais dev il y a 15 ans, tu devais avoir, tu vois, une compétence transverse, prendre de la hauteur, te soucier du product, tu vois, du delivery, pourquoi je le fais, à qui ça va servir, parce que ça répond à la problématique de base. Avant, tu passais 25% du temps à faire ça, 75% du temps à coder. Là, ça s'est inversé, en fait. Tu vois, c'est ce que tu me dis, maintenant, tu passes plus que 25% du temps à coder et 75% du temps à faire évoluer ton produit, à le tester, à faire de l'analytics. Et je me demandais, est-ce que le programme a évolué avec le temps? Depuis là, ces deux, trois dernières années, maintenant qu'on a les agents, IA, maintenant qu'on a les curseurs, Windsurf, comment vous avez fait évoluer les choses vis-à-vis de ça? Donc, Ethic, en fait, on est une école qui forme à toutes les technologies numériques. On va former toutes les corps de métier, donc des développeurs, des designers, des gens qui font de la data, des chefs de projet et des gens qui font du marketing. Donc on a une dizaine de cursus différents, soit sur des formats initiaux, donc t'es 100% à l'école, soit sur des formats alternance. Et on a un millier quasiment d'étudiants aujourd'hui. On n'est pas une école en ligne, on est une école physique. Et on essaie de former, on forme en tout cas les futurs professionnels qui ont travaillé dans les agences, qui ont travaillé dans les grosses boîtes technologiques. Il y a juste un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, nos intervenants sont tous des professionnels du secteur. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, tu vois, ça peut être des gens comme toi qui viennent et qui vont accompagner des étudiants sur un projet avec toute l'expertise et l'expérience qu'ils ont de la gestion d'un projet, etc. Pour un projet client, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y a une première chose que j'ai déjà remis, je pense, dans les programmes qui avaient peut-être un petit peu disparu, c'était tout ce qui n'est pas du dev, en fait. T'as des gens qui viennent, ils disent je veux être développeur, et ils disent je comprends pas pourquoi je fais du Figma. Bah ouais, mais en fait, attends, je t'explique, tu vas comprendre, parce que c'est quand tu vas devoir collaborer avec un gars qui t'a donné un Figma et que ça va pas du tout. Il faudra que tu sois capable de challenger un peu tout ça. Et puis avec l'arrivée, là, tu vois, des IA, c'est certain qu'il y a des choses qui changent. On tourne beaucoup plus, encore une fois, la formation sur apprendre à choisir les bons outils. Ce qui veut dire que, en fait, tu vas davantage essayer de comprendre pourquoi il y a une solution technique qui s'est créée et pourquoi elle est venue challenger, tu vois, un framework existant ou un outil de no-code existant ou un système qui permet de déployer ton code aussi en ligne éventuellement. Aujourd'hui, quand tu dois démarrer un projet, en fait, tu dois déjà faire limite un benchmark pour dire « Ah ouais, attends, ok, il y a ce que moi je sais faire du React, super, mais est-ce que c'est la meilleure solution pour le projet que je suis en train de créer, je suis pas sûr. » Et puis après, sur le code pur, ouais, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment, tu vois, sur le front. Avant, tu vois, encore une fois, il y a 15 ans, on passait énormément de temps à faire du HTML, CSS, JS. Là, aujourd'hui, c'est des bases que tu dois limite avoir quand tu arrives dans l'école parce qu'en fait, t'as tellement de trucs qui permettent de générer des interfaces. Il y a de moins en moins de temps, je pense, passé, tu vois, sur les sujets front, par exemple, et beaucoup plus sur du sujet back, la gestion des données, la gestion d'API, de la gestion cloud aussi, tu vois, genre comment tu vas déployer la scalabilité de tes données, parce que c'est le nouveau besoin, en fait. C'est quoi le genre de carrière qu'on a quand on sort de cette école? Vers quoi on peut se diriger un peu? Ce que tu décris, c'est symptomatique, c'est pas un symptôme, mais c'est plutôt le résultat au final de l'enseignement qu'il y a à Ethic et de sa spécificité. Et moi, je suis aussi diplômé de l'école, c'est aussi pour ça que je suis là. En fait, c'est la multiplicité des parcours. Elle s'exprime par le fait que dans l'école, on n'a pas été formé à un métier en particulier, on a été formé à répondre à des problèmes clients avec des compétences techniques et des compétences managériales, si je puis dire.
Et donc en fait, derrière ta spécialisation, en fait, tu l'as choisie automatiquement en fonction des typologies de clients que tu vas croiser, des envies que tu vas avoir aussi, de la curiosité que tu vas avoir de découvrir un secteur ou un autre. C'est extrêmement large parce qu'il y a un ADN qui est très orienté business avec des bases compétences tech. C'est que voilà, t'apprends à maîtriser la tech pour faire du business, que tu sois freelance, que tu sois entrepreneur. Et souvent, ça t'ouvre beaucoup plus de portes que d'être monotâche, quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui se créent et qui se sont créées à la sortie de Ethic. L'esprit entrepreneurial, il est né aussi dans l'école, parce que, comme tu disais, la dernière année, tu dois faire un business plan. Et voilà, en fait, dans le business plan, tu dois apprendre les aspects économiques, comment tu vas gérer tes clients, comment tu vas faire de l'acquisition de clients, etc. Donc, tu vois, on n'est plus dans une école de tech, là, on est dans une école de business. Il y a des superbes boîtes, tu vois, Livestorm, qui est un outil de webinar, qui a été créé à Ethic. Strapi, qui est un CMS headless. On a fait un projet avec eux d'ailleurs cette semaine là. J'en ai cité 2, mais il y en a beaucoup. Quand tu as compris qu'il y a un problème, en fait tu as une solution, et quand tu es capable de créer un software ou tu es capable de monter un service, tu as tout de suite envie d'entreprendre, quoi. Le métier a déjà très clairement évolué vers de nouveaux horizons. Être dev en 2025, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était être dev en 2023 et encore plus rien à voir avec ce que c'était dev il y a 50 ans. Et oui, parce que ça fait déjà 50 ans que ce métier existe. C'est fou. Mais comme on l'a vu, faire carrière dans le dev, c'était déjà codé de moins en moins au fur et à mesure qu'on avançait dans la carrière. Ce qui faisait la richesse du métier, c'était tout à fait autre chose. Et toutes ces autres choses, on n'est pas vraiment prêt de les remplacer aujourd'hui avec n'importe quelle IA. Le travail en équipe, la vision, la stratégie et j'en passe. On aura toujours besoin de gens qui cochent toutes ces cases. On aura juste un petit peu moins besoin du skill super développeur qui lui perd un petit peu en valeur effectivement à mesure que les IA se développent. Mais du coup c'est plutôt cool parce que ça va permettre à des gens très malins de rejoindre les rangs des projets les plus ambitieux. Les no-codeurs, les vibe-codeurs, les développeurs. Tant que vous avez la capacité à prendre de la hauteur et avoir de la vision, vous serez d'excellents atouts dans les boîtes de demain. J'ai laissé de côté les paquets de céréales pour le code. Maintenant je vais laisser le code pour construire de nouvelles choses. Vous l'aurez vu, cette gymnastique et cette souplesse mentale me permet de toujours m'adapter aux nouvelles choses et d'aller construire de nouvelles choses. Et vous aussi, vous pouvez les construire et rester pertinent dans le temps. C'était Benjamin Code. Ciao!